Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à TATV. Bienvenue dans ce journal-là. Mais avant, les titres. Aucun calendrier clair n'est encore disponible pour la tenue des élections locales. Qu'à cela ne tienne, la CENI s'emploie dans le renforcement des capacités des acteurs qui prennent part au déroulement du processus. C'est le cas des membres de la société civile, parlementaires et forces de l'ordre qui viennent de boucler une formation sur la sécurisation du scrutin. Bientôt, de nouveaux agents à la fonction publique. Un concours de recrutement a été lancé ce dimanche par le ministère en charge de la fonction publique. Il concerne les ministères en charge de l'éducation. 4000 personnes seront recrutées sur un total de 50 000 candidats. Rio 2016, c'est fini. Cérémonie de clôture hier soir avec un grand carnaval d'athlètes dans l'enceinte mythique du stade Maracana. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. La CENI vient de boucler ses travaux de définition de normes sécuritaires du processus électoral en Guinée. Durant 3 jours, acteurs de la société civile, représentants de partis politiques et cadres de l'institution ont tenté de définir de nouvelles normes dans le cadre de la sécurisation du processus électoral. Des parlementaires ont aussi pris part à cette rencontre. Salut Yombono. Comment sécuriser les élections en Guinée ? Le sujet devient de nos jours une préoccupation pour tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Pour tenter de répondre à cette inquiétude, la Commission électorale nationale indépendante a initié une rencontre de 3 jours avec les parlementaires, des acteurs de la société civile et des représentants des partis politiques. La démarche devra permettre aux participants d'élaborer un document portant sur les normes de sécurité électorale en Guinée. Il est extrêmement rare, en tout cas en Afrique de l'Ouest, ça ne l'est pas, c'est pas encore arrivé, qu'il y ait un atelier pareil sur la sécurisation du processus électoral. Il y en a eu, mais aller à l'élaboration des normes sur tous les aspects, je peux vous rassurer que c'est la première fois dans la sous-région. Nous pensons qu'aujourd'hui, au sortir de cet atelier, vous aurez acquis des éléments que vous ne pensiez pas dans l'organisation des élections. La sécurisation du processus électoral passe également aux yeux du représentant du ministère de la Justice par une révision et prise en compte des textes de loi. Lamine Kaba a, au nom de son département, promis de mettre en application les textes qui régissent le processus électoral. Nous nous efforcerons à ce que les magistrats restent dans le strict respect des textes de loi, puisque le magistrat ne doit pas agir en dehors de ce qui est prescrit par la loi. Rassuré désormais des dispositions prises pour mettre fin à toute contestation après publication des résultats, le représentant du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, lui, ne manque pas de réclamations. Et c'est l'occasion pour moi d'insister auprès de monsieur le président de la CENI d'augmenter le nombre de policiers et de gendarmes qui constituent la FOSEPEL, ceci nous permettra au moins de prendre des dispositions avant les élections, pendant les élections et après les élections. Les enseignements sont reçus, mais seront-ils appliqués sur le terrain? L'avenir nous le dira. Le gouverneur de la ville de Conakry a animé ce lundi une conférence de presse. La propriété de la ville était à l'ordre du jour de cette rencontre avec les hommes de médias. Le général de brigade Mathurin Bangoura compte ainsi mettre en place dans 2 mois une nouvelle politique d'assainissement pour rendre salubre Conakry. Selon lui, une police communale et verte seront créées pour contrôler l'incivisme de certains habitants de Conakry. Saloum Kondé. C'est devant un parterre de journalistes que le gouverneur de la ville de Conakry a développé les grandes lignes de cette nouvelle politique d'assainissement. Selon le général Mathurin Bangoura, d'ici à octobre, des poubelles seront installées dans les grands carrefours de la ville pour regrouper les ordures. Et la réussite de cette nouvelle dynamique, selon lui, dépendra de la mise en place d'un dispositif sécuritaire pour contrôler le civisme de certains habitants de Conakry. Sur toutes les places publiques, il y a des poubelles qui vont être installées. Il y a cette police verte et celle communale qui sortiront tous les jours pour veiller à ce que tous ceux qui utilisent, qui ont des ordures ou qui ont des papiers à jeter dans la rue, qu'on éduque aux gens que tout ce que nous détenons aujourd'hui
ne doit pas être jeté dans la rue. Pour donc faciliter l'application correcte des dispositions prises par les responsables de la ville de Conakry, les mesures coercitives seront appliquées. Vous avez un document, un papier dans votre main. Vous n'avez pas où jeter ce papier, vous le prenez, même si vous dépassez la poubelle, mais puisque l'habitude n'est pas là, vous jetez ce papier, l'agent qui est à vos côtés va vous arrêter, il va vous dire de ramasser le papier, vous allez le ramasser, c'est vous-même qui allez mettre ce papier dans la poubelle, mais vous allez être conduit devant un service de la police verte où on vous fera payer une amende. Ce projet du premier conseiller de la capitale guinéenne intervient à un moment où l'assainissement est contrôlé par plus de 3 départements ministériels. Pour le secrétaire général du gouvernorat de Conakry, tous ces départements doivent accompagner le gouverneur quand c'est lui qui soulève la question d'assainissement. Vous savez, on parle de déconcentration, on parle de décentralisation. Le gouverneur est le répondant de ces 2 questions à la base. Comment un ministre de l'Éducation ou un ministre de la Jeunesse, un ministre de l'Environnement, encore plus un ministre de l'Administration du territoire, doivent se calmer quand c'est le gouverneur qui a tenu la question de l'assainissement. C'est parce que ces ministres ou ces ministères doivent savoir qu'au niveau du gouverneur, il y a le répondant de chaque ministère au niveau du gouvernorat. La charte indique que c'est sur ces répondants, ces représentants des ministères, que le gouverneur doit s'appuyer pour exercer toute sa mission, même si ce n'est pas l'assainissement. Selon une enquête réalisée sur l'insalubrité en Guinée, seule la ville de Mamou et la sous-préfecture de Sangaredi appliquent de nos jours la bonne politique d'assainissement. Le président du conseil d'administration de l'ITIE International est en séjour de travail en Guinée. Frédéric Ranfeld est venu féliciter les autorités guinéennes pour les réformes entreprises dans le secteur minier et les encourager à mieux répondre aux exigences de l'ITIE International. Alpha Omar Diallo. La Guinée est conforme aux normes de l'initiative de transparence dans les industries extractives. Le pays a certes entrepris des réformes dans le secteur des mines, mais satisfaire toutes les exigences de l'ITIE n'est pas une simple promenade de santé. C'est pour saluer les efforts déjà faits et inciter à aller plus en profondeur que le président du conseil d'administration de l'ITIE International est arrivé en Guinée. Well, Guinea is very important for the ITI, one of our implementing countries, national resources. Nous sommes ici pour non seulement féliciter le gouvernement guinéen qui a pris des réformes difficiles dans un environnement aussi dans un contexte difficile de baisse de prix de matières premières, mais nous sommes là aussi pour encourager le gouvernement à encore de faire plus, parce qu'il y a encore des nouvelles exigences qui sont décidées par notre organisation qui doivent être mises en œuvre ici en Guinée. Des exigences à mettre en œuvre et surtout faire en sorte que les populations bénéficient des ressources du pays, sans oublier la lutte contre la corruption dans le secteur. Nous avons besoin non seulement des informations sur les paiements qui sont reçus par des entreprises extractives ici en Guinée, mais aussi nous avons besoin des informations sur les propriétaires réels, les personnes effectives auxquelles appartiennent ces permis et les entreprises. Ces données-là doivent être connues et transparentes à tout le monde, parce que cela pourrait permettre à lutter contre la corruption dans le long terme. Dans son agenda, Frédéric Renfeld rencontre les autorités politiques et l'ensemble des acteurs œuvrant dans le domaine des mines en Guinée. Les travaux des États généraux des impôts ont pris fin le week-end dernier à Fria. Cette action vise à rendre effectives les ambitions du ministère du Budget et la Direction nationale des impôts. Ces ambitions concernent la normalisation de l'administration fiscale. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre accompagné de quelques membres du gouvernement. Compte rendu, Moussa Sefa Kamara. Pendant ces 3 jours, les cadres venus des 33 administrations préfectorales et les 8 régions administratives du pays se sont penchés sur la qualité et l'efficacité du service fiscal, tant au niveau général qu'à l'intérieur. À l'issue de ces travaux, les participants recommandent promouvoir l'éducation civique et particulièrement fiscale des citoyens par la communication et les actions éducatives. L'amélioration de la transparence dans l'utilisation des ressources publiques, la mise en place de mécanismes
de redevabilité à tous les niveaux, la promotion du civisme fiscal au niveau des leaders d'opinion, l'inclusion de la présentation d'un quitus fiscal au nombre des conditions d'éligibilité aux fonctions politiques, recouvrement contentieux et sécurisation des recettes. À moyen et long terme, les réformes engagées doivent être achevées pour l'assainissement de l'administration fiscale. Pour rendre opérationnelles ces réformes, les agents de la DNI s'engagent par ma voix au respect de l'éthique et de la déontologie, gage de tout changement de comportement et de pratique. Mettre de la rigueur dans la collecte de l'impôt par une responsabilisation des cadres à tous les niveaux. À accompagner le ministre du Budget dans la mise en œuvre de sa lettre de mission. À mettre sur pied à la direction des impôts une commission de mise en œuvre et de suivi des recommandations des présentes assises. Pour la mise en œuvre des recommandations, il est donc nécessaire d'impulser une nouvelle dynamique en termes d'organisation, de fonctionnement, de procédures pour rendre plus performante la structure. La mise en œuvre de ces recommandations permettra de favoriser la matérialisation de la modernisation de notre administration fiscale et d'améliorer sa performance en termes de mobilisation et de sécurisation des recettes fiscales pour répondre aux exigences de dépenses publiques, particulièrement dans un contexte de programmation budgétaire pluriannuelle dans laquelle nous nous engageons pour 2017-2019. L'engagement est pris, la tâche est lourde et les risques sont grands. Mais l'application des résolutions issues de cette plénière ne fera pas défaut, rassurent les participants. Pour un développement radieux de l'économie guinéenne, les uns et les autres doivent unir les efforts pour désamorcer la crise. Le concours pour l'accès à la fonction publique au compte de l'enseignement préuniversitaire et de l'enseignement technique s'est tenu ce dimanche 20 août 2016 à Conakry et dans les chefs-lieux de région. Au centre d'examen de Kobaya, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique qui a lancé les épreuves. Dans ce centre, ils étaient 960 candidats à passer l'examen. Soirée Boubacar. Les candidats à ce concours d'accès à la fonction publique ont très tôt rallié leur centre ce dimanche. Ici à Kobaya, dans la commune de Ratoma, ils sont au total 960 candidats à affronter les épreuves. Ils sont répartis en 16 salles, dont 2 surveillants chacune. Un concours organisé dans le but de combler le manque de personnel enseignant au niveau préuniversitaire et technique. Vous savez, on a toujours dit qu'il y a un manque d'enseignants dans certaines structures, aussi bien au préuniversitaire que dans l'enseignement technique. Et je crois que c'est pour combler ce gap que ce concours de recrutement d'enseignants a été lancé, aussi bien au niveau du préuniversitaire que de l'enseignement technique. Et vous savez que sans enseignants de qualité, il est difficile de former de façon qualitative nos enfants. Et pour obtenir ce résultat, le ministre Abdoulaye Yero Baldé exhorte la rigueur tant au niveau de la surveillance qu'à la correction. Et j'espère que la correction sera rigoureuse, la surveillance sera également rigoureuse pour qu'on ait les meilleurs. Et ça, c'est mon espoir. J'espère, et je l'ai dit tout à l'heure dans la salle avec les surveillants et les inspecteurs, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tricherie et que ce soit les meilleurs, ceux qui méritent, qui puissent aller enseigner nos enfants, parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants et donc de notre pays. À Conakry, comme dans le chef-lieu des régions administratives, ce sont 50 000 candidats qui affrontent les épreuves pour 4 000 places. Une manifestation sans violence est bien possible en Guinée. Le Parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne y croit. La structure s'est prononcée sur la question ce lundi lors d'une conférence qu'elle a animée à Conakry. Le Parlement des jeunes pense qu'il faut une réelle volonté des politiques et des autorités pour y arriver. Il fonde également son espoir sur la jeunesse pour une véritable émergence du pays. Diao Bachir.
Le Parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne est un incubateur d'un leadership émergent qui donne à la jeunesse les moyens de mettre en pratique son potentiel. C'est dans cette optique que le président du Parlement des jeunes leaders a porté son observation sur le déroulement de la manifestation du 16 août dernier. Pour Abdraman Baldé, il est clair que si les politiques et les autorités ont la volonté de participer à la construction de la paix et de la quiétude sociale, ils peuvent le faire même en temps de remous. D'ailleurs, il estime que le climat qui a prévalu à l'organisation de cet événement est plutôt salutaire. Le Parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne félicite tout d'abord l'esprit de dialogue et de cohésion sociale qui a animé les différents acteurs impliqués dans cet événement, à savoir le gouvernorat de la ville de Conakry, les forces de défense et de sécurité et l'opposition républicaine. Il ressort de cette manifestation pacifique que les leaders politiques, d'une part, peuvent sensibiliser et éduquer leurs militants quant à l'attitude responsable et patriotique à adopter, et l'État, d'autre part, a montré sa capacité à assurer la sécurité des Guinéens s'il a la volonté. Cependant, le Parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne s'indigne de la bavure policière qui a provoqué la mort d'un jeune citoyen et fait de nombreux blessés le jour de la manifestation. Face donc à cette situation, Abdraman Baldé interpelle l'opposition à plus de responsabilités. Nous invitons l'opposition à ne pas céder à la violence en s'inscrivant sur le chemin du dialogue. Nous saluons l'attitude responsable du président de la République qui a aussitôt exigé à ce que le présumé coupable soit identifié. Nous lui demandons de combattre l'impunité en appliquant la loi contre les responsables des nombreux cas de violation des droits de l'homme enregistrés avant et au courant de ses mandats à la tête du pays. Le Parlement des jeunes leaders entend lancer dans les prochains jours le concept de la démocratie ouverte pour contribuer à sa manière au dénouement de la crise que traverse le pays. La campagne d'assainissement entreprise par l'épouse du chef de file de l'opposition vient d'être récompensée par une ONG locale. La CAPAR, entendait citoyenneté active pour la préservation des acquis de la République, a décerné ce week-end à Conakry un satisfecit à Hadja Alimatou Dalen Diallo pour ses loyaux services rendus aux citoyens de la capitale avec sa caravane d'assainissement. Sayon Kourouma. Il y a peu, elle a fait de l'assainissement de la ville de Conakry un de ses objectifs. La campagne aura réussi aux yeux de certains et aujourd'hui, elle vient d'en être récompensée. Hadja Alimatou Dalen Diallo, épouse du chef de file de l'opposition guinéenne, est la nouvelle récipiendaire du prix citoyen pour la salubrité publique. L'initiative des CAPAR, la citoyenneté active pour la préservation des acquis de la République, vise à récompenser le bienfait. À travers vos actions, c'est également l'image de la Guinée qui se joue. Ce prix est un motif de fierté. Je vous en félicite. Ce prix démontre l'utilité du travail de fond entrepris. La récipiendaire très émue du prix se dit galvanisée dans sa démarche. Pour Hadja Alimatou Dalen Diallo, tout le monde doit s'impliquer dans ce processus pour rendre Conakry propre. Je pense que chacun peut un peu. Assainir commence d'abord devant sa porte. Le gouvernement guinéen a le droit et le devoir d'assainir la ville de Conakry. Mais nous avons aussi le devoir d'assainir chez nous, devant nos portes. Comme ils ne le font pas, vous devez prendre vos responsabilités d'assainir chez vous. Je demande donc aux ONG ici présentes de s'investir aussi dans l'assainissement de la ville de Conakry. Je souhaite que le Tout-Puissant Allah me donne la force de continuer ces activités et je demande aussi à Dieu de guider mes pas parce que je souhaite que du bien pour les Guinéens. Le prix citoyen pour la salubrité publique est donc la récompense d'un service rendu à la nation. L'action est bien accueillie, même chez les adversaires politiques. Ce taxe sanitaire, non, mérite reconnaissance. C'est donc il y a des jeunes qui engagent cette initiative de reconnaissance, ça mérite un salut. Seulement c'est dit que Hadja a donné un ton. Et l'État est engagé sur ce chemin.
Étant citoyen, nous sommes citoyens, chacun d'entre nous doit se rivaliser dans l'acte qu'elle est en train de poser pour la nation. Avec cette distinction, l'épouse du chef de file de l'opposition guinéenne ne compte pas se limiter de si bons chemins. D'autres actions sont en vue. Un djihadiste malien a demandé pardon à son peuple en plaidant coupable à l'ouverture de son procès historique à la CPI. Il est accusé de la destruction de mausolées classés au patrimoine mondial de l'humanité. Regardez. C'est la première fois qu'un djihadiste malien est jugé par la Cour pénale internationale. Le Touareg Ahmad Al-Faki Al-Mardi est accusé d'avoir détruit 9 des mausolées de Tombouctou, classés au patrimoine mondial de l'humanité. Des crimes pour lesquels le djihadiste plaide coupable. Il demande également pardon au peuple malien. Votre honneur, j'ai le regret de dire que tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent est véridique et reflète les événements. Je plaide coupable. L'accusation réclame une peine de 9 à 11 ans de prison à l'encontre d'Ahmad Al-Faki Al-Mardi, une requête approuvée par la défense. Les faits qui lui sont reprochés remontent à 2012. L'homme était alors chef de la Hisba, la brigade islamique des mœurs. Il était aussi membre d'Ansar Dine, un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda qui a contrôlé le nord du Mali pendant presque un an, avant d'être chassé par une intervention française en janvier 2013. Les habitants de Tombouctou vénèrent des personnalités enterrées dans les mausolées de la ville. Ils les considèrent comme des protecteurs et les invoquent régulièrement. Un rite condamné par les islamistes rigoristes qui veulent l'éradiquer. Le résultat de ce procès historique est attendu par l'ensemble du pays, un pays particulièrement en proie à l'instabilité en raison de la présence massive de djihadistes sur son sol. Si ces derniers ne contrôlent plus le nord du Mali depuis 2013, certaines zones échappent encore à la surveillance des forces maliennes et étrangères. Le pays est encore régulièrement ciblé par des attaques djihadistes. Comment l'immigration et la crise des réfugiés sont-elles perçues dans le monde et notamment en France négativement selon un sondage? Seuls 11% des Français pensent que l'immigration a un impact positif sur le pays. Suivez. Le lien entre terrorisme et immigration semble s'installer dans les esprits en France. Alors que le pays a été durement frappé par des attentats cette année, la crise des réfugiés inquiète les Français. C'est ce qu'il ressort d'un sondage réalisé par l'Institut Ipsos. Étude réalisée en France et dans 21 pays qui révèle un cas français dans le rapport à l'immigration. Si les pays percevant l'immigration d'un œil positif se font rares, ce sentiment est exacerbé dans l'Hexagone. L'étude révèle que 20% des personnes interrogées dans le monde estiment que l'immigration a un impact positif dans leur pays. En France, on est bien au-dessus de cette moyenne. Ils ne sont que 11% à percevoir positivement l'immigration. Pour les enquêteurs à l'origine de cette étude, cette inquiétude vient principalement du sentiment que les migrants exercent des pressions sur les services publics tels que la sécurité sociale. Les Français se prononcent également en masse contre la fermeture de leurs frontières. À la question « Devons-nous entièrement fermer nos frontières aux réfugiés ?», ils sont 45% à être totalement d'accord, contre 38% dans le reste du monde. La France est également le pays où l'on observe le plus de décalage entre la perception et la réalité sur la question de l'immigration. Le sentiment que l'immigration augmente dans le pays est supérieur de 9 points à la moyenne mondiale. Une question de contexte, celui de la menace terroriste, mais aussi d'héritage culturel selon les enquêteurs. Car si aux États-Unis l'immigration est globalement perçue comme un avantage d'un point de vue culturel, en France, il est ressenti comme une menace et une fragilisation de l'identité nationale. Un sentiment avec lequel la classe politique va devoir composer lors des prochaines présidentielles en 2017. Rio 2016, c'est fini. Les Jeux Olympiques ont pris fin hier soir avec un grand carnaval d'athlètes dans l'enceinte mythique du stade Maracana lors de la cérémonie de clôture. Regardez. La flamme olympique s'éteint à Rio. C'est le symbole de la fin de 2 semaines de compétition. Le Brésil passe le relais à Tokyo, ville hôte des Jeux 2020. Relais symbolisé par l'apparition du Premier ministre japonais Shinzo Abe déguisé en Super Mario dans l'enceinte du Maracana. À nouveau, 10 000 athlètes venus du monde entier se retrouvent dans ce stade mythique pour la cérémonie de clôture des premiers Jeux Olympiques en Amérique du Sud. À l'intérieur, c'était merveilleux. Le spectacle s'est terminé avec un beau carnaval et la cérémonie était magnifique. Tout a été parfait.
É uma sensação única. On a célébré au son de musique brésilienne, une grande samba, un grand carnaval. On aurait dit une école de samba. Tous les Brésiliens ici ce soir en ont beaucoup profité. Une fête merveilleuse. Une fête aussi pour marquer la réussite des organisateurs face aux nombreuses interrogations qu'avait suscité la nomination de Rio en tant que ville hôte. Ces jeux ont dépassé nos attentes, on était très préoccupés, mais grâce à Dieu, ça a été merveilleux, tout s'est bien passé, c'était un bon moment. Je félicite les organisateurs. Les athlètes ont défilé une dernière fois devant le public. Les États-Unis arrivent largement en tête de ces jeux avec un total de 121 médailles, dont 46 en or. Ils sont suivis de la Grande-Bretagne et de la Chine. La délégation française, 7e, a battu son record de récompense olympique. 42 médailles, soit une de plus qu'à Pékin en 2008. Voilà, c'est tout pour les infos du soir. Merci à tous de l'attention. Restez connectés, les programmes continuent sur Africa Today. Au revoir.